Au sommaire du Book Club, ce mardi, 2 écrivains qui ont vu la guerre, qui écrivent sur elle, ses silences, son bruit, et tentent de dessiner un horizon de paix. Avec nous, la romancière, photographe et journaliste Emilienne Malfatto, qui publie aujourd'hui Le Colonel ne dort pas, aux éditions du Sous-sol, précédemment prix Goncourt du premier roman pour Que sur toi se lamente le tigre, et prix Albert Londres l'an dernier pour votre ouvrage Les serpents viendront pour toi, une histoire colombienne aux éditions Les Arènes. Bonjour Emilienne Malfatto. Bonjour. Bonjour. À vos côté, Olivier Weber, grand reporter, écrivain, auteur d'une biographie et d'un dictionnaire amoureux de Joseph Kessel aux éditions Plomb, paru il y a 3 ans. Aujourd'hui, vous publiez vos réflexions sur la question ukrainienne, c'est le sous-titre de cet ouvrage, Naissance d'une nation européenne, qui paraît aux éditions de l'Aube. L'Aube où vous aviez déjà publié Si je t'oublie Kurdistan et Massoud, le rebelle assassiné. Bonjour Olivier Weber. Bonjour Olivier Gesbert. Mais oui, c'est vrai que ça se ressemble, il y a un étrange écho. Et bonjour Sébastien Thème. Bonjour Olivia, je dis bonjour à moi-même. C'est pas comme ça qu'on fait le casting de nos invités, je précise. Sébastien, on commence avec vous et cette question posée à nos amis auditeurs, lecteurs de France Culture. Bon, on les a sollicités, les auditeurs, les auditrices. On a tenté de dresser une liste évidemment non exhaustive des écrivains et écrivaines qui avaient le mieux décrit, le mieux raconté, le mieux rendu compte des grands conflits de notre histoire. Une liste de 7 auteurs, je vous donne leurs noms: Colette, Maurice Genevoix, Hemingway, John Steinbeck, Vassili Grossman, Svetlana Alexeyevich et Edna O'Brien. Et les auditeurs et auditrices ont complété cette liste, y ajoutant par exemple un ami de notre book club Olivia, l'écrivain Pierre Lemaître et son Au revoir là-haut, prix Goncourt pour ce roman qui racontait les destins croisés de 2 survivants de la Grande Guerre. Pour rester dans la Première Guerre mondiale, Luna nous propose La main coupée de Blaise Cendrars, paru en 1946. Rebecca, elle, nous conseille Another Day of Life, un autre jour de la vie, de l'écrivain et journaliste polonais Ryszard Kapuscinski, un récit retraçant ces 3 mois passés en Angola à partir de 1974 pour rendre compte de l'invasion du pays par l'Afrique du Sud. Le conte bibliovore Mange tes livres conseille, lui, le récit personnel du musicien Gaël Faye, Petit pays, sorti en 2016, une histoire qui s'étendait de la guerre civile burundaise en 1993 jusqu'au génocide des Tutsis au Rwanda en 1994. Un roman multiprimé puisqu'il a reçu le prix Goncourt des lycéens et le prix des étudiants France Culture Télérama. Olivia. Et une question peut-être pour nos invités. Absolument, Emilienne Malfatto, Olivier Weber, quel ouvrage vous rajouteriez à notre liste ? Ça ne peut pas être les vôtres en revanche. Alors, Emilienne, vas-y. moi, je rajouterais Le quatrième mur de Serge Chalandon, qui évoque la guerre du Liban et ce qui décrit pour moi très bien ce que la guerre peut faire à quelqu'un qui se retrouve pris là-dedans, quoi. Publié chez Grasset. Voilà. À quoi ça tient, justement, le fait de bien raconter, bien écrire cela, la guerre, pour vous, dans la manière dont vous avez pu lire d'autres écrivains, et notamment Serge Chalandon? À quoi ça tient Alors, je pense que moi, j'aurais du mal à l'exprimer de façon, on va dire, construite et réfléchie. Pour moi, ça tient à quelque chose d'un peu impalpable et qu'on sent dans son ventre, qu'on sent dans ses tripes quand on le lit, et ça touche quelque chose. Et c'est à propos de ce livre de Chalandon que j'ai dû lire quand il est sorti, quand je devais avoir, 20 ans, quelque chose comme ça, de l'avoir relu a posteriori, après avoir été sur des terrains de guerre. C'est là que je me suis dit, en fait, c'est vraiment ça. Pour moi, ça touche vraiment quelque chose. Mais c'est a posteriori que je l'ai su, puisque je me suis rendu compte que ça résonnait vraiment. Voilà, il a mis des mots avec ce livre sur vos émotions, votre ressenti. Olivier Weber, même question du coup sur cette liste. Alors, moi je dirais l'espoir de Malraux, parce que c'est la guerre d'Espagne, 1936 à 1939, où l'Europe a laissé faire. Et c'était un blanc-seing pour que Hitler attaque finalement le reste de l'Europe. Et Staline aussi a fait en sorte que les républicains, donc les anti-franquistes, donc qui se battaient contre le putsch de Franco, perdent. Et voilà, donc Malraux, lui, s'est engagé, n'était pas tout à fait reporter de guerre, était plutôt donc combattant républicain. Et puis, j'ajouterais Vie et destin, de Vassili Grossman.
Et Vassili Grossman était un écrivain soviétique stalinien. Il arrive dans la guerre à Stalingrad. Il couvre pour le journal de l'Armée rouge. Donc la guerre, il est dans les tranchées avec les soldats, etc. Et des soviétiques, il devient anti-soviétique, anti-stalinien, anti-nazi bien sûr, parce qu'une partie de sa famille a disparu dans les camps. Et c'est sublime, c'est des confessions de Jean-Jacques Rousseau, c'est de la philosophie, c'est un peu tout à la fois. Et voilà, moi je me dis, quand on est grand reporter, à un moment, ça ne suffit plus que d'écrire 2 pages ou 3 pages ou 4 pages. On passe au roman pour décrire la guerre, parce que le roman, c'est quelque chose qui vous emmène, qui sublime le réel, qui tente de le réenchanter, peut-être pas dans la guerre, mais qui tente de décrypter aussi le malheur des hommes et ce travers à nous faire la guerre, ce côté Thanatos contre l'Éros. Et je trouve que voilà, la marque des grands romans, surtout ceux qui ont été grands reporters de guerre, ça se relit plusieurs fois. Et la littérature, pour moi, c'est une sorte de tapis volant qui vous entraîne au-delà des enclaves, au-delà des frontières, au-delà de Stalingrad. Et on rejoue aujourd'hui une partie de la guerre d'Espagne et une partie de Stalingrad, donc en Ukraine. Et je pense que le roman doit nous servir aussi à décrypter ce qui se passe là-bas. Vous convoquez d'ailleurs dans ce livre, Naissance d'une nation européenne, qui n'est pas un roman, mais une réflexion sur la question ukrainienne, partie de choses vues. Vous convoquez un certain nombre de grandes plumes de cette littérature de la guerre ou de cette littérature du mal, Olivier Weber. On y retrouve, à part Vassili Grossman que vous venez d'évoquer avec Vie et Destin, on y retrouve aussi Malraux avec La condition humaine et cette rencontre avec Oleg qui vous fait penser aussi à quand vous êtes, vous, à Kharkiv. On y retrouve encore Les âmes mortes de Gogol ou un poème de Pouchkine que vous citez également dans ce livre. Est-ce qu'il faut avoir fait la guerre, avoir vu la guerre de ses yeux? Est-ce qu'il faut avoir été sur des théâtres d'opération pour pouvoir bien l'écrire, d'après vous, Olivier Weber? Oui, je crois d'abord qu'il y a une fonction de témoignage, qu'on soit écrivain voyageur, romancier ou grand reporter. Je pense que on est là aussi pour décrire les bonheurs et les malheurs du monde. Et oui, je crois que ça vous prend tellement aux tripes, c'est tellement violent, c'est tellement irrationnel que si on veut rester dans l'optimisme et surtout dans la relation à l'autre, dans cette fraternité dont même Romain Gary parle. Romain Gary, moi, c'était mon compagnon de voyage quand j'étais en Ukraine. J'ai pris son premier roman, Éducation européenne. Il a écrit à 29 ans. Il était jeune aviateur à la France libre, en 1943 à Londres. Et il parle des maquisards polonais et certains Ukrainiens contre l'occupant nazi, donc en Pologne. Et à un moment, il y a un des héros qui dit, mais finalement, ce que nous auront appris les Allemands, c'est la fraternité, c'est de vivre fraternellement. Et voilà, moi je suis toujours porteur d'espérance et d'optimisme. Et je crois qu'on peut décrire, mais aussi en même temps, donc décrire, c'est aussi dénoncer la guerre par le roman ou par le reportage. Donc oui, c'est vrai que c'est un peu le revers de la question, c'est que c'est peut-être une manière plus personnelle aussi de sortir les démons qu'on a en nous. Quand on a vu la guerre, on est témoin, donc on en est victime quelque part. Et ce sont des cauchemars, on a envie tant mieux, mais on laisse des amis sur place, on laisse des peuples sur place. Moi je reviens, juste avant l'Ukraine, j'étais à la frontière afghane, je suis traumatisé par ce qui se passe en Afghanistan avec voilà, ces femmes qui n'ont plus le droit de rien faire, qui sont encagées. Le terme a été donné d'ailleurs par un Afghan en français, l'encagement de nos femmes par les talibans. Et voilà, je crois que là aussi, le roman ou la relation, quelle qu'elle soit, de réel ou de fiction, permet justement de dénoncer cette folie des hommes. Emilienne Malfatto, vous publiez, je le disais, ce bref roman sur la guerre, Le colonel ne dort pas, où l'on décrit, où vous racontez en prose, mais aussi en vers, parce qu'il y a de la poésie, une poésie noire qui s'insère aussi entre ces lignes dans ce roman. Vous nous racontez l'enlisement dans lequel se trouve une reconquête. Il est question d'une ville avec un grand V, dont on ne connaît pas exactement la localisation. Votre éditeur dit que votre roman lui fait penser, ou nous fait penser, au désert des Tartares, cette fois de Dino Buzzati, avec cette guerre qui est là, mais cette guerre aussi qui n'arrive pas, qu'on attend. Ça a été une référence aussi pour vous, la guerre, justement, le désert des Tartares? Alors, pas forcément. Ça a été une référence pour mon éditeur. Pour l'éditeur. Plus pour lui que pour moi, puisque moi, c'est pas forcément une œuvre qui m'a... Enfin, indépendamment de toute la qualité de l'œuvre qui est certaine, c'est pas forcément une œuvre qui, moi, m'a marqué, qui a vraiment résonné en moi. Vous savez, il y a des livres qu'on lit et qui résonnent plus ou moins, qui peuvent être très bons, mais qui résonnent pas forcément. Le désert des Tartares, en tout cas à l'époque où je l'ai lu, voilà, c'était bien, mais c'est pas quelque chose qui m'a habité. Il y a d'autres choses qui m'ont habité, mais pas forcément. Est-ce que vous allez nous dire lesquelles?
Déjà, je rejoins, je rejoins un petit peu ce qui a été dit précédemment là-dessus. Déjà, voilà, il y a l'expérience de la guerre, il y a les choses voilà, il y a les choses vues, il y a les choses vécues, il y a tout ça. Moi, en fait, j'ai habité dans le nord de l'Irak pendant quasiment 2 ans, mais j'y habitais au sens d'avoir un appartement, c'était vraiment mon chez-moi, donc ça faisait un rapport à la guerre qui était très personnel, en fait, avec vraiment cette quotidiennité et tout ça, et d'être très proche de gens qui faisaient la guerre. Donc je pense que j'ai un rapport voilà, vraiment très personnel à tout ça. Par ailleurs, voilà, je ne suis pas allée en Ukraine, je n'ai pas forcément connu beaucoup de terrains de conflit, mais je les ai connus de façon vraiment, vraiment personnelle. Donc il y a ça, et c'est des choses à un moment qui doivent ressortir, quoi. Oui, d'où l'importance aussi, et vous le racontez dans ce texte, du bruit, des sons, de cette destruction qui arrive aussi, et de ces silences dans la nuit. Pourquoi il ne dort plus, votre colonel? Pourquoi il va si mal? C'est le bruit justement de la mort qui approche, qui réveille chez lui des souvenirs, des fantômes, des cris qu'il a entendus. Alors il ne dort plus parce que c'est un tortionnaire. Et parce que c'est un tortionnaire au sens de, voilà, c'est vraiment son office. Tous les matins, il va torturer des gens. Et à un moment, il arrête de dormir parce qu'il est poursuivi, en fait, par ce qu'il fait. Donc, c'est même pas les bruits, en fait. C'est vraiment à l'intérieur de son crâne. D'où il est né, ce personnage, dans votre cerveau à vous, Emilienne Malfatto? Alors, je ne sais pas. Mais je ne sais pas parce que il m'est arrivé la même chose pour chacun des ouvrages de fiction que j'ai écrits. C'est que ce sont des textes qui sont apparus, qui sont arrivés, mais ils sont arrivés parce que j'ai l'impression que de ne pas avoir agi, qui sont mus en fait d'une vie propre, ils sont arrivés sans que je m'y attende, sans que je le souhaite, et de façon instinctive, mais de façon pulsionnelle, en fait. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut écrire ce texte quelque part que j'entends, comme s'il était déjà écrit, et comme si je le prenais en dictée. Et voilà, il faut écrire ça pour le faire sortir. Et après, c'est fini, ça s'arrête. Et voilà. Donc je ne sais pas. En le couchant sur le papier, c'est une manière de le sortir de vous, justement. Complètement. Ouais. On retrouve, Olivier Weber, dans votre livre à vous, Naissance d'une nation européenne, à la fois cette idéologie mortifère portée par Vladimir Poutine, mais on retrouve aussi cet élan de résistance qui vous a particulièrement frappé quand vous êtes allé en Ukraine. Être européen, selon vous, c'est moins une question de géographie qu'une question d'état d'esprit. Et les révolutions ukrainiennes successives ont relancé à vous lire cet esprit des Lumières, cet esprit de résistance que vous avez pu constater dès les premières pages du livre. Vous nous racontez ça, cette leçon d'européisme que vous avez pu recevoir de la part là-bas d'un chirurgien sur le front. Oui, c'était incroyable parce que j'étais juste en face de la fameuse centrale de Zaporijia, dans la ville dont dépend la centrale, qui s'appelle Nikopol, avec le préfet militaire, qui n'est pas du tout un préfet militaire, qui est un chirurgien, donc Evgeny Yevtuchenko, qui a une tête de pope avec une grande barbe, toujours des icônes à côté de lui, et puis un masque à gaz, ça peut servir. Et puis c'est échanger des missiles, enfin les Russes tiraient des missiles plutôt, parce que les Ukrainiens ne voulaient pas tirer évidemment sur les abords de la centrale. Et j'étais fasciné parce que ce préfet militaire, qui a une quarantaine d'années, gérait sa ville comme il le pouvait, et c'était surtout des valeurs européennes qu'il défendait. C'était moins l'appartenance ou la volonté d'appartenir à l'Union européenne que de dire, mais voilà, nous, ce sont des valeurs de liberté, des valeurs de résistance, des valeurs d'appartenance à la communauté fraternelle, des droits de l'homme, la défense des droits de la femme, que nous revendiquons, que nous défendons. Et cela, j'ai senti chez des gens beaucoup plus jeunes. Et j'étais fasciné parce que je trouve que j'ai découvert, quand j'étais grand reporter, et pour le prix Albert Londres d'ailleurs, que j'ai eu pour ces reportages, l'Ukraine et puis le démantèlement de l'URSS et la naissance de la Nouvelle-Russie. Et on ne parlait pas, à cette époque, dans l'indépendance de l'Ukraine, de ce qu'on appelle là-bas le mal absolu, l'Holodomor, la famine organisée par Staline au milieu des années 30. Et là, maintenant, ce sont les plus jeunes qui ont 20-25 ans, qui n'ont même pas manifesté, parce qu'ados à l'époque, lors des fameuses manifestations de Maïdan en 2013-2014, qui disent « mais voilà, nous nous battons aussi pour vous ». Donc là, ici, il y a une frontière qui malheureusement est une frontière dessinée par
Poutine, qui est un rideau de fer. D'un côté, vous avez, disent-ils, les dictatures ou la dictature de Poutine et son narratif mortifère. Et de l'autre côté, il y a cette Europe, cette famille européenne que nous défendons, donc à la fois sur le front, y compris de la part des plus jeunes, qu'à l'arrière. Et comme en disant 14-18, on peut penser que l'arrière ukrainien tiendra. Il y a quelque chose quand même de l'ordre du retour aux sources. Pour vous, 30 ans après, voyage au bout, au pays de toutes les Russies, qui était un de vos tout premiers livres aussi, Olivier Weber. Et vous retrouvez cette situation, ce pays que vous avez connu, mais évidemment dans un tout autre état, un état de résistance. Jamais vous n'aviez vu, écrivez-vous, une telle symbiose entre les combattants et les civils, entre les lignes de front et le reste du pays, cette capacité qu'il y a eu à l'union dans ce moment-là, à la résistance, qui n'a pas fait quasiment un doute dans la tête de la plupart des Ukrainiens que vous avez pu rencontrer. L'art de la guerre, comment écrire la guerre, ça c'est une question que vous devez vous poser l'un et l'autre à travers vos récits et vos romans. Comment en parler? C'est aussi une question que se pose Sébastien Thème et qu'il a posée. Oui. Et notamment, comment en parler aux enfants. Bah oui, un essai propose une réponse pour expliquer la guerre aux enfants. Son autrice est psychologue, elle s'appelle Hélène Romano et elle publie chez Odile Jacob Les enfants et la guerre, une question qui pourrait nous sembler loin de nous si on se circonscrit uniquement au territoire français. Mais en fait, pas vraiment. La question de la guerre avait déjà été posée lors des attentats en 2015 et elle est revenue cette année avec la guerre en Ukraine. Un livre donc pour panser les plaies d'enfants qui fuient des pays en guerre, mais aussi un livre pour les enfants qui voient la guerre tous les jours à la télé, dans tous les écrans qui leur font face. Je dis un livre pour enfants, mais c'est plutôt un livre pour parents, ou en tous les cas pour adultes. Ils y trouveront les clés pour expliquer la guerre aux enfants, pour protéger et sécuriser. C'est ce que nous explique Hélène Romano. Cet ouvrage, il est destiné pour tous les adultes qui s'occupent d'enfants au quotidien, que ce soit des parents, des professionnels, que ce soit des professionnels soignants, des enseignants, enfin toute personne peut être confrontée à un enfant qui se pose des questions par rapport à la guerre. Et dans l'ouvrage, j'explique à différents moments comment les enfants peuvent manifester leur inquiétude, leur angoisse, quels sont les troubles à repérer. Et puis surtout, je prends beaucoup de temps pour expliquer comment on peut parler de la guerre avec les enfants sans en faire quelque chose de dramatique, d'effroyable, même si c'est quelque chose qui fait extrêmement peur, mais de pouvoir l'intégrer comme une épreuve de la vie. Et ensemble, en parlant, on est plus fort face aux épreuves de la vie. Donc c'est aussi le message du livre, en donnant le décryptage aux lecteurs, aux adultes qui liront ce livre, d'arriver à intégrer les épreuves de la vie comme des moments de la vie dont on peut ensemble sortir plus fort que si l'on se retrouve tout seul. Et les enfants sont trop souvent tout seuls face à leurs peurs, à leurs angoisses. Donc c'est cette idée-là, c'est d'être un livre transitionnel au sens de faire sens entre l'enfant et l'adulte, entre l'adulte et les enfants. Emiliane Malfatto, est-ce que dans votre activité de reporter des guerres, vous avez dû à des moments adapter votre discours pour des enfants ou simplement pour des gens qui n'ont pas en tête la réalité concrète de la guerre? Vous voulez dire pour des lecteurs ou pour des gens par exemple, qui voient les photos, oui, ou pour les gens sur le qui... terrain? Ou des gens avec qui vous échangez, les membres de votre famille? Alors oui. Oui, parce que... Alors, ça dépend avec qui. Ça dépend si on parle des gens, on va dire, en France ou en Europe. Puisque je différencie mes amis, par exemple, en Colombie, qui est un pays donc, qui connaît quand même un conflit depuis 50 ans. Voilà, mais ça continue. Ou mes amis en Irak, où là, c'est pas la même chose. Et notamment, je fais une parenthèse, mais quand j'habitais dans le nord de l'Irak, il y avait une personne dont j'étais très proche et qui était d'ailleurs soldat. Et c'était la seule personne, je pense, avec qui j'ai jamais pu parler de la guerre et de ce que j'avais vu et de tout ça sans aucun filtre. C'était qui cette personne ou pourquoi elle? C'était parce qu'il était soldat, parce qu'il D'accord. était peshmerga. Et donc, il n'y avait pas besoin de mettre un filtre. Parce qu'il savait, on savait parfaitement de quoi il s'agissait. Ouais. Et il pouvait entendre ces choses. Il pouvait les entendre, en fait, sans filtre. Après, oui, on adapte un peu le discours. Déjà, je sais pas quel est ton ressenti, enfin quelle sera ta réponse à cette question, Olivier. Mais moi, j'ai la sensation que les gens, souvent, il y a un point. Alors, je parle pas des gens vraiment proches, que de ma famille proche, mais il y a pas mal de gens où soit à un moment, ils ont plus envie d'en entendre parler. Parce que bon, quand même, voilà, il vaudrait mieux... un déni un peu. Une espèce de déni, bon, c'est pas un thème très, je sais pas, c'est pas tout à fait approprié pour des dîners. Ou alors, il y a une espèce de fascination
mais carrément morbide, en mode oui, et donc vous avez vu des morts, machin, ou la question classique quand on est une femme et qu'on a été sur des terrains de guerre, c'est oui, en tant que femme, qui en général, dans mon cas, est accolée à la question, et donc quand même dans tous ces pays musulmans, voilà, parce que c'est quand même sous-entendu que... Enfin bon, donc moi j'ai souvent été confrontée à ça. Olivier Weber. Oui, bien sûr, je l'adapte, ce discours, à des jeunes, mais peut-être un peu différemment, parce que c'est vrai, vous avez raison, on est soumis à un déferlement médiatique, c'est une souffrance cathodique, comme disent certains sociologues, et c'est vrai qu'à un moment, on s'en décharge, on voit ça entre la poire et le fromage, au journal Le 20h, c'est insupportable, ça rentre dans vos salons, etc., cette violence du monde, et donc on a tendance à l'oublier assez vite. C'est assez bien démontré d'ailleurs dès le 19e siècle par le philosophe allemand Schopenhauer sur la pitié banale, entre guillemets, et puis deuxièmement la pitié éthique qui fait qu'on va faire un peu plus que donner de l'argent le dimanche pour se soulager d'une souffrance ou d'une pitié en compassion. Et donc oui, alors après il y a la deuxième dimension, c'est qu'on oublie très vite justement à cause de ça, à cause de ce déferlement d'images et de souffrances à distance ou rapprochées, et ce que les Anglais appellent compassion fatigue, c'est-à-dire l'usure de la pitié. Et une guerre... Désensibilisé, en fait. On désensibilise absolument. Et une guerre chasse l'autre très souvent. On parlait de l'Afghanistan tout à l'heure, on a oublié le conflit afghan à cause, bien sûr, de ce conflit qui est beaucoup plus proche des pays occidentaux qu'est le conflit en Ukraine. Mais après, il ne faut pas oublier le drame des enfants qui subissent la violence dans leur pays, etc. Je crois que c'est important aussi d'expliquer à chaque fois le contexte aux enfants d'ici et aux enfants de là-bas, sachant qu'il y a aussi, malheureusement, dans ce qu'on appelle la traite des êtres humains, donc l'esclavage étant moderne, l'intégration des enfants soldats dans certaines armées d'Afrique en particulier. Donc il ne faut pas non plus faire des enfants des spectateurs innocents. Il faut leur expliquer le contexte et que malheureusement aussi la violence se renouvelle très souvent d'année en année, quoi. Il y a la dureté quand même dans vos écrits, dans votre écrit, Emiliane Malfatto, dans Ce colonel ne dort pas, de ses cauchemars, de ses récits, puisque vous l'évoquiez, il a torturé, tout au long de sa vie, il a torturé. Et là, dans ce sous-sol où il est, à attendre la guerre qui arrive, dans ce sommeil qu'il ne parvient pas à trouver, parce que reviennent en lui les fantômes de ceux qu'il a pu tuer, les cris de ceux qu'il a fait souffrir, il y a ces cauchemars que vous décrivez, et ces morts qu'il a, ces hommes et ces hommes qu'il a tués. Après toi, mon premier mort, mon premier bourreau, le séisme fut lent à venir, c'est comme la surface d'un lac gelé. Il faut que la faille vienne du bord, que ça craquelle en un point, et quand vous la remarquez, c'est déjà trop tard. La faille est trop grande, elle se répand, elle s'allonge, elle envahit tout l'espace, et sous elle, le vide, l'eau glacée, il en va de même pour les fissures de l'âme. Après toi, mon premier mort, mort dans la boue, dans cette guerre affreuse et absurde, cette guerre dont je n'ai toujours pas, des années après, compris pourquoi nous l'avions faite, même s'il paraît que nous avons gagné, que cela fut une grande victoire pour la nation. Et vous racontez ce qui lui traverse la tête. Pourquoi ? Est-ce que vous avez essayé de comprendre ce qui se passe dans l'esprit du bourreau ? Alors, j'imagine que d'un point de vue... j'imagine, mais comme tout ça est très inconscient et très intuitif et très impulsif, c'est un plus des réflexions a posteriori, mais je pense que j'ai, un intérêt pour ça, pour les salauds, en fait, qui sont des personnages que je trouve intéressants, et que je trouve intéressants dans le sens... Alors, j'ai peut-être une vision extrêmement naïve et optimiste de l'homme, mais j'imagine ou j'ose imaginer que personne ne devient un monstre ou un salaud par nature. Qu'on ne naît pas en ayant ontologiquement une âme de tortionnaire. C'est quoi ? C'est la guerre qui fait ça aux hommes, justement ? C'est la guerre, c'est un système, ouais, je pense que... Après, je sais pas, il faudrait faire des études statistiques pour voir ce qu'il en est, et il faudrait avoir accès à l'âme de ces gens-là, donc je pense que ça serait très compliqué à mettre en place, ça serait probablement impossible, mais ouais, moi j'ai cette idée de dire, ok, d'où viennent ces gens-là, qu'est-ce qui s'est passé, et pourquoi, et qu'est-ce qu'il y a au fond d'eux-mêmes, enfin, je sais pas, quand on regarde... Quand on lit des choses sur les dictatures du Code Sud en Amérique latine, sur tous ces militaires qui étaient d'ailleurs formés par les Français, entre parenthèses, et par les Américains, et avec des écoles de torture, et qui ensuite allaient mettre tout ça en pratique et torturer. Moi, je me demande toujours, en fait, ces gens-là, ok, le soir, ils terminaient leur journée de travail, ils rentraient chez eux, et comment ça se passait, en fait, mais au plus profond d'eux-mêmes.
Et vous le racontez, hein, ce colonel, il pense, il ne dort pas, et il pense souvent que la nature humaine se révèle aussi dans des instants de nudité absolue, quand l'homme est précisément dépouillé de toutes les minces couches de vernis, de l'éducation, de l'amour, de cette sociabilité, de cette amitié qui normalement l'entoure et le protège d'une certaine manière, Olivier Weber. Oui, moi ça m'a toujours perturbé que de rencontrer ces salauds, aussi intelligents soient-ils. J'ai couvert pour mes livres, les romans, mais aussi les reportages, on va dire un peu plus d'une quinzaine de conflits. Et les plus intelligents m'ont le plus marqué. C'est la part maudite de Georges Bataille. Et il y a un conflit que je n'ai pas connu parce que j'étais trop jeune, mais je suis allé voir les survivants et les héritiers de ce mouvement, c'est les Khmers rouges, ceux qui ont tué un Cambodgien sur 4 au Cambodge, donc de 75 à 79, le mouvement de Pol Pot. Où est-ce qu'il est né ? À côté de chez nous, ici, à côté de Radio France, rue Saint-André-des-Arts, Paris, quartier latin, avec Yang Sari, qui était un étudiant de Sciences Po, qui avait à côté de lui Kyo Sampan, qui faisait une thèse de doctorat à la Sorbonne, et tout est inscrit en germe là-dessus. Et pour ce que j'appelle la production du carnage dans ce livre, c'est l'intelligence collective aussi. C'est-à-dire c'est Danton qui met non seulement sa tête sur le billot, mais la tête du peuple français sur le billot. Et ça, c'est effrayant parce qu'on se dit que c'est pas antinomique avec l'intelligence. A priori, oui, éthiquement, ça devrait l'être, mais non, les nazis étaient intelligents. En plus, les nazis allaient se faire pardonner à la messe les dimanches, quand ils avaient conscience de leurs péchés et de leurs fautes. Voilà, donc il faut dîner avec, avec le diable et ses salopards avec une très très longue cuillère. Et c'est pour ça que je passe aussi aux romans très souvent. D'abord, il y a des romans très positifs qui parlent aussi de Concorde, avec l'enchantement du monde sur la Méditerranée, au temps du peintre Bellini, qui est allé voir le grand sultan ottoman, mais aussi pour dénoncer ce mal qui est en nous, effectivement, et on peut basculer très vite. On le voit avec l'Ukraine, le discours et le narratif de Poutine encourage la négation des crimes de guerre, mais encourage même la production de ces crimes de guerre. Et donc je pense que la littérature peut nous aider aussi à trouver nos pas et à dénoncer tous ces crimes. Voilà, un discours qui banalise le mal, hein, de ce que vous racontez aussi, tel que vous le percevez, Olivier Weber. Je rappelle que vous êtes allé sur le théâtre des opérations et vous racontez aussi comment Vladimir Poutine procède à une véritable réécriture de l'histoire aussi depuis le début de cette offensive, de cette guerre lancée contre l'Ukraine en février dernier. Émilienne Malfato, autrice du Colonel ne dort pas, aux éditions du Sous-sol, et Olivier Weber, qui signe Naissance d'une nation européenne aux éditions de l'Aube, sont nos invités. Il est 13h18 sur France Culture. 2 essais au menu aujourd'hui de vos thèmes, Sébastien. Il est question maintenant de psychanalyse dans le deuxième essai que vous nous présentez. La psychanalyse face à la destruction, comprendre les traumatismes générés en temps de guerre, c'est la mission de la psychanalyste Ouria Abdelwahed qui propose cet essai aux éditions des Femmes. Son terrain d'étude est la Syrie, la naissance de Daesh et l'État islamique. Et le principe est simple, elle raconte son travail d'analyste auprès de ces rescapés de guerre qui ont vu et vécu l'insoutenable. Quelle écoute leur apporter et surtout comment continuer à travailler quand la guerre fait encore rage. La réponse, se concentrer sur le traumatisme. Le mot traumatisme implique l'idée de choc, hein. Ce qui sidère, ce qui anesthésie la pensée, ce qui peut paralyser aussi l'affect. Et donc, ce sont des événements extrêmement violents qui ont été racontés par ces patients, les bombardements infinis qui entraînent même des problèmes d'audition. Après, des immeubles qui s'effondrent avec leurs habitants, l'odeur des cadavres qui poursuit les patients jusqu'à aujourd'hui, les fosses communes, comment est-ce que les gens couraient dans tous les sens pour essayer d'échapper au bombardement, comment est-ce qu'ils ont participé au ramassage de leurs amis devenus cadavres, comment est-ce qu'ils ont enjambé les cadavres et couraient dans tous les sens. Quand la patiente dit on est plus mort que les morts, c'est une parole extrêmement forte pour exprimer cette idée-là. Qu'est-ce qu'il nous reste? Que reste-t-il de l'humain quand l'humain a vu, a vécu et a traversé tout cela? Olivier Weber, est-ce que par ricochet, vous aussi, vous avez été soumis à des traumatismes? Oui, bien sûr, parce que c'est traumatisme
de guerre. Bon, on ne va pas se plaindre, hein, mais ça affecte les militaires, ça affecte les humanitaires, bien sûr les victimes de ces conflits, les femmes, on oublie trop souvent de le dire, les violences faites aux femmes instrumentalisées comme armes de guerre. Et puis bien sûr les reporters de guerre ou les écrivains voyageurs, etc. Oui, bien sûr. Alors, il y a ce qu'on appelle aussi un mécanisme de protection qui s'appelle le blanc. C'est-à-dire qu'on oublie. Moi, je me suis remémoré des scènes de guerre, bon, y compris évidemment une mise en danger personnelle, hein, ça m'est arrivé 15-16 fois. Des années plus tard, tout d'un coup, je me suis réveillé en pleine nuit, mais cette balle qui est passée à 20 cm de toi, Olivier, elle était destinée, c'est pas une balle perdue, etc., etc. Et oui, on a tendance à se protéger, c'est bien, et en même temps oublier. Alors, bon, moi j'ai une bonne thérapie, c'est justement d'écrire des livres, ça permet aussi d'oublier, mais j'ai toujours envie de parler des autres. J'ai toujours envie de parler d'une manière très positive aussi, pour parler de ce réenchantement ou de cet enchantement du monde, hein, qui nous porte, cet optimisme dont Emilienne aussi parlait. On a foi en l'homme et en la femme. On a foi peut-être plus en la femme d'ailleurs, comme porteuse d'avenir et comme porteuse de valeurs, plutôt que le thanatos du mal. Mais je crois que la littérature aide beaucoup là-dessus. Bon, bien sûr pour nous pour écrire, mais aussi à relater le mal. Et moi qui ai vécu dans la violence assez jeune, je peux vous dire que d'avoir lu plusieurs fois les mêmes livres, mais à 8 ans, à 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, c'est pas la même chose et vous faites des amis. Et là, tout d'un coup, il y a une sorte de résilience qui se crée. Et je crois beaucoup à ce pouvoir magique, on va dire, du roman, la littérature en général. C'est exactement ce qui vous est arrivé, Emilienne Malfatto, quand vous disiez, enfin c'est peut-être pas formulé ou conscient, mais quand vous nous disiez en ouverture de cette discussion autour de l'écriture de la guerre, que ce livre, ce récit, cette mise en abîme du vécu d'un colonel qui a torturé, vous est tombé dessus. C'est peut-être aussi le fruit d'un traumatisme ou d'une réminiscence, d'une situation vue, entendue. Et l'écriture, en ce sens-là, libère de quelque chose. Oui, c'est cathartique. Ouais, c'est probablement assez cathartique. C'est probablement une bonne manière de ne pas devoir aller chez un psy. L'un n'empêche peut-être pas l'autre, hein, parce que vous nous avez donné des contacts, Sébastien Thème. Il y a un ingrédient, un élément plutôt, qui est présent dans vos deux livres. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais c'est la boue. Autant dans votre récit, Olivier Weber, autant dans votre fiction, dans votre roman, Emilienne Malfatto. La boue, qu'est-ce qu'elle symbolise dans cette écriture? La boue, alors pour moi, je vais répondre un peu par un paradoxe. Il y a deux choses. Il y a le côté très négatif, la fange, la boue des tranchées, etc., la saleté. Puis en même temps, la boue paysanne. Moi, je viens d'une enclave en haute montagne. Et la boue, j'ai besoin d'avoir la boue. C'est étrange, mais la boue est nourricière aussi. Et c'est le limon, c'est même le tchernosium, la terre noire d'Ukraine, etc. Et donc, j'ai besoin d'y retourner pour témoigner de cette rumeur du monde. Là, la boue, en l'occurrence, en Ukraine, c'est la boue immonde de l'humanité, qui n'arrive pas à se raisonner, au contraire, qui n'arrive pas à arrêter les guerres, qui fait cette production du carnage avec un narratif en amont, cet encouragement aussi en aval, cette négation des crimes de guerre, y compris avec les mécanismes du droit international. Et je crois beaucoup à, comment dirais-je, à ce pouvoir régénérant, on va dire encore une fois, la littérature, de l'art en général, de la culture. Vous parliez à l'instant des enfants victimes de crimes de guerre. Moi, j'en ai vu beaucoup. Ou témoins de crimes de guerre, y compris en Irak, en Syrie, etc., en Afghanistan. Et je crois que là aussi, il faut les aider, y compris par des thérapies collectives. Ça peut être aussi de la danse, et du chant, de l'animation, le fait avec des amis humanitaires. Et ça, c'est porteur d'espoir. La boue, Emilienne Malfatto. Alors, je vais faire une réponse très terre-à-terre, mais c'est parce qu'en fait, il y a beaucoup de boue. Partout où vous êtes passé. Ouais. Et il y en a sous les semelles du colonel. Le colonel hésite sur le seuil du palais. Je vous cite encore. Est-il déjà venu ici? Il a servi loyalement l'Ancien Régime. Il a connu d'éphémères honneurs dans des lieux semblables, à l'époque où les bustes étaient intacts dans les niches de tous les palais du pays. Il hésite, comme s'il répugnait à souiller le marbre de ses chaussures gorgées de boue liquide, presque crémeuse. Cette boue glissante et claire dans laquelle patauge le monde dehors. Peut-être un reste de timidité, de déférence à l'égard de l'ancien dictateur auquel il fut loyal en son temps, comme beaucoup ici, même si tous font mine de l'ignorer et s'emploient à ne jamais parler de cette époque. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus nous parler de ces textes que vous avez signés. Le colonel ne dort pas. Emilienne Malfatto, c'est aux éditions du Sous-sol Olivier Weber. Naissance d'une nation européenne. C'est une réflexion, des réflexions sur la question ukrainienne aux éditions de l'Aube. Et puis deux titres, les références des deux essais que vous avez évoqués durant ce book club, Sébastien. Les enfants et la guerre d'Hélène Romano et La psychanalyse en temps de guerre d'Ouria Abdelwahed. Voilà, des lectures pour vous, chers auditeurs.
auditeurs. Merci beaucoup. On met toutes les références sur la page de Bienvenue au Book Club sur radiofrance.fr. Il est 13h25 sur France Culture. Tout de suite, les quadrithèmes de Charles Dantzig. Cette semaine, mémoire de président. Le deuxième volet de ce quadrithème consacré aux mémoires de président de la République s'ouvre sur un homme qui a été ministre de Gaulle dont je parlais hier. Valéry Giscard d'Estaing se croyait tellement légitimant tout, comme à une certaine époque on disait le roi légitime, qu'il a écrit des romans. Ils sont ce que tout le monde sait et, comme personne à part les flagorneurs ne les ont pris pour autre chose, il n'y a aucun intérêt littéraire à en discuter. C'est même une forme de fausse insolence de les railler. Dans ses mémoires, Le pouvoir et la vie, le plus intéressant n'est pas la défense de tel ou tel point de sa politique ou les attaques contre Chirac, mais la façon dont c'est écrit. Il n'y a que cela qui donne de l'intérêt au livre, et même qui nous les fasse relire. Plus personne ne relit les mémoires de Poincaré, qui a pourtant été le président de la République de la guerre de 14, mais on relit avec plaisir les mémoires de Tocqueville, que Giscard d'Estaing cite d'ailleurs souvent, alors qu'il n'a été ministre que quelques mois en 1849. Et pourquoi ? Parce que Poincaré écrit mal, ou plutôt n'écrit pas, et que Tocqueville écrit bien. Comment écrit-il Giscard ? Le frappant est que, parlant du passé, il n'emploie que le présent. Peut-être s'est-il dit qu'il serait plus accessible. Si c'est le cas, curieux calcul. Le public a acheté en masse le livre de Philippe de Gaulle sur son père, paru en même temps et qui était écrit à l'imparfait. Nous ne sommes pas encore assez décérébrés par la télévision pour ne pas comprendre quand on nous parle au passé. Il doit y avoir une explication psychologique. Serait-ce que par hasard, cet emploi du présent aurait permis à ce président battu de revivre le temps délicieux du pouvoir ? Il semble jouir à écrire des phrases comme « je consulte »,« je signe » et surtout « je décide ». Ce présent, pour Giscard, c'est du miel. Il lui donnait l'impression d'être encore aux affaires. De temps à autre, il cherche à faire littéraire, comme au moment où, se décrivant dans un avion, il dit « Nous survolons déjà les feuilles vert tendre des grandes forêts d'Île-de-France ». Ne dites pas qu'il a une bien bonne vue à voir les feuilles d'aussi haut, c'est une image. Elle me rappelle le livre colonialiste de Mitterrand, Présence française et abandon, qu'il a publié sous la 4e République, puis supprimé de sa bibliographie. Chaque fois qu'il prend l'avion, il décrit les paysages en bas. Il faut bien que les hommes politiques, dont le métier est terre à terre, aient les avions pour prendre de la hauteur. J'y pense, une autre raison possible pour laquelle les mémoires de Giscard sont au présent, c'est qu'ils portent sur une période à la fois sans mélodrame, alors que c'est souvent le mélodrame qui fait saliver dans le passé, et sans exaltation, alors que c'est ce que l'on cherchait alors dans l'avenir. En un mot, une période sans tragédie. Giscard ne l'aimait pas, il avait bien raison. Les tragédies font du bon théâtre, mais des présidences dangereuses. C'était les quadrithèmes de Charles Dantzig à réécouter sur radiofrance.fr. 3e volet, demain. Merci beaucoup à Oriane Delacroix qui a programmé cette émission, à Didier Pinault qui l'a préparée. À la technique, aujourd'hui, c'était Marie-Claire Oumabadi avec Thomas Beau. Demain, de quoi parlera-t-on, Sébastien Thème, dans notre book club ? À deux figures, la sorcière et la vieille fille, deux qualificatifs plutôt négatifs opposés à certaines femmes, qui aujourd'hui le portent avec fierté. Olivia et chères auditrices et auditeurs, vous pouvez déjà réagir à une citation extraite du livre Les sorcières de Mona Chollet. Et avant cela, je vous attendrai dès midi avec le chorégraphe Benjamin Millepied pour ouvrir ce nouveau numéro de Bienvenue au Club.